Il y a tellement d'irradiation, ne serait-ce qu'avec le Wi-Fi du voisin, même si vous faites attention à ne pas mettre votre Wi-Fi en marchant la box, ou si vous le coupez le soir, vous êtes dans une situation où vous êtes irradié en permanence. Et même si vous avez coupé le Wi-Fi, vous recevez du 4G. Alors, il y a une bataille pour la 5G actuellement, mais la 5G, ça n'est qu'un élément surajouté sur une couche de pollution qui est bien connue, qui est bien définie et bien analysée actuellement. La 5G, ce sont des ondes millimétriques dont l'effet est connu puisque les Russes, à l'époque de l'Union soviétique, avaient irradié l'ambassade américaine et on avait eu beaucoup de personnes qui habitaient l'ambassade à Moscou qui a eu des hémorragies et des leucémies. Mais surtout au niveau des études qu'on a aujourd'hui, ça brûle les glandes sudoripares et ça brûle la cornée. Ah oui, votre fille, donc on va avoir des problèmes. Votre fille au travail, elle pouvait plus porter de lentilles. Non, dans certains endroits, tu ne peux pas protéger ton écran. D'accord. Alors, les yeux, on a une très bonne étude qui avait été faite par le professeur Miyata, qui était le patron du service d'ophtalmologie à Tokyo, qui avait montré qu'après 4 heures d'utilisation, 4 heures, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un temps d'écran qui est vraiment peu important par rapport à l'utilisation qu'en font certains, même pour jouer. On se retrouvait avec des vésicules dans la cornée, qu'on se retrouvait avec des troubles de convergence, c'est-à-dire que la convergence des yeux pour accommoder en fonction de la distance ne pouvait plus se faire. Donc les gens, ça provoquait des maux de tête et on compense en bougeant la nuque, on mettait la nuque de travers, donc on automatiquement des douleurs de nuque. Et ils avaient même trouvé des lésions, des trous physiques sur les porteuses de lentilles. Donc c'était quand même déjà, et c'est quelque chose qui date de 95 environ. C'était pas hier, ça fait 25 ans. Donc alors, la situation aujourd'hui, c'est qu'on est en face d'un environnement qui est stressant. Stressant dans la définition première du terme, c'est-à-dire que les conditions environnementales ou les conditions au travail sont des conditions qui obligent l'individu à une réaction d'adaptation qui peuvent l'épuiser. Et donc, il faut se protéger, diminuer autant que possible tous les éléments qui vous agressent. Donc, les écrans, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller sur un poste, quelqu'un qui travaille avec un travail administratif ou de recherche ou autre, s'il n'a pas 1, 2 ou 3 écrans en face de lui. Ça, c'est évident. Vous rentrez dans n'importe quel bureau, quand vous allez payer à la caisse ou vous allez au restaurant, ils ont un écran qui est là pour encaisser. Ça, c'est évident. Ensuite, il y a tout ce qu'on peut avoir. Bien sûr, il y a des gens qui supportent très mal les appareils d'air conditionné, qui supportent très mal les produits chimiques avec lesquels on nettoie et avec lesquels, pour donner un exemple, l'étude a été faite en Espagne. Le collectif dont les membres sont le plus atteints de fibromyalgie, de syndrome de fatigue chronique, de sensibilité chimique, ce sont les employés des entreprises de nettoyage, puisqu'elles ne savent même pas ce que mettent les entreprises pour utiliser comme produit pour nettoyer. De là, comme je dis souvent, allez vers des produits bio qui sont moins agressifs. Ne mettez pas des déodorants, ne mettez surtout pas de prise avec des déodorants dans les chambres des enfants parce que c'est une catastrophe. On fabrique des allergies. En fait, ça accumule. Moins vous consommez c'est une accumulation, effectivement, comme vous le dites. Ce sont des couches que l'on rajoute et quand on atteint un certain seuil, ça casse. Alors, j'ai pas mal de questions par rapport aux techniques de protection. Donc, il y a des questions par rapport aux cônes. Marina qui dit, est-ce que ça protège même derrière un mur? Donc 200 mètres carrés, ça? Oui, ça émet des basses fréquences. Les basses fréquences, pour vous donner un exemple aujourd'hui, ne sont pas du tout arrêtées par les grilles qu'utilisent beaucoup de malades croyant être protégés, qui n'arrêtent que les radiofréquences. Les basses fréquences, pour vous donner un exemple, sont utilisées par les militaires pour envoyer des ordres aux satellites nucléaires, aux sous-marins nucléaires à partir des satellites, même quand ils sont à 300 mètres de profondeur. Ça traverse tout. Alors, j'ai une autre question. Il n'y a que le Mu Metal, qui est un alliage spécial, qui peut les arrêter. Ça vaut très cher, on n'en trouve pas partout. On ne risque pas d'en trouver au coin de la rue. Oui, on ne risque pas de se faire une maison avec ça. Ça coûte trop cher. Il y a une étude qui avait été faite par un Italien qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le cerveau émetteur, qui s'appelait Casamali, et il avait montré qu'en voulant isoler complètement des lapins de tous les rayonnements, aussi bien qui venaient de la Terre, de l'environnement, avec des cages de Faraday bétonnées absolument énormes, au bout de 3 ou 4 jours, les lapins étaient morts. Il ne faut pas les arrêter. Le problème, c'est que face à un message toxique, on a réussi à mettre au point une technique qui empêche ce message d'agresser l'organisme et qui transforme ce message. Il faut bien comprendre qu'on est en train de jouer sur la communication que peut avoir votre cerveau avec une cellule qui l'alimente, donc une cellule neurale avec l'astrocyte qui l'alimente. C'est pas un message chimique, c'est un message électrique qui est avant le message chimique. Ça détermine le message chimique. Donc, cellule du cœur qui va demander plus de travail, ça va être un message électrique avant d'avoir un message chimique. Et ça, on le sait depuis 1974, c'est-à-dire ça fait 25 et 20, 45 ans,
mais c'est pas rentré dans les mœurs. Tout le monde continue à penser chimique. Alors, il y a des questions. Hugo qui dit, à partir de combien de temps sur la durée ce genre de complications peut-elle arriver? Ça dépend de la sensibilité. Par expérience, en tant que médecin, 45 ans de pratique, je vous dirais que plus on a affaire à quelqu'un qui est allergique, plus ça arrive vite. Après, c'est un cumul. Si on ingurgite des produits toxiques, des crèmes, plus les ondes, plus je sais pas quoi, c'est sûr que, bon, on devient plus sensible. On a un épuisement. Vous savez, je me rappelle toujours une phrase que m'avait apprise la regrettée professeure Bastide, qui était une chercheuse qui avait mis sa réputation en jeu parce qu'elle avait été explorée en même temps que Benveniste sur les terres de l'homéopathie et d'autres choses, et qui a fait une partie de nos travaux. Elle disait, d'abord, on devient allergique. Quand on a épuisé les ressources, c'est la maladie auto-immune, et quand on a fini d'épuiser, c'est-à-dire au départ, tu réagis face à l'environnement. Ensuite, tu réagis contre toi, et quand tu as épuisé les ressources, c'est le cancer qui apparaît. Et ça s'est confirmé pendant 25 ans après qu'elle me l'ait dit. Ok, bon, c'est des super nouvelles tout ça. Alors, il y a Hugo qui dit... Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que ça arrive pour se protéger. Moi, j'ai toujours été un partisan de la prévention et pas un partisan d'arriver après pour tenter de réparer ce qui était cassé. Si on peut éviter que ça casse, la nature fait mieux les choses que les médecins quand même. Alors, il y a Hugo qui nous dit, que pensez-vous des lunettes anti-lumière bleue? Sont-elles suffisantes pour compenser les conditions de travail de bureau devant un écran d'ordinateur? Elles arrêtent la lumière bleue qui est toxique pour la rétine, mais elles n'arrêtent pas les rayonnements avec tout ce qu'on a montré. Que dites-vous aujourd'hui sur la notion d'électro-hypersensibilité, docteur? Écoutez, moi j'étais un des premiers à en parler. J'ai été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les téléphones portables en juin 2000 et j'avais été un des premiers à en parler en disant qu'on commençait à avoir des malades, chose qui avait été décrite par le professeur Cyril Smith en Grande-Bretagne déjà, de gens qui étaient hypersensibles. Mais ça arrive à des niveaux où ce que faisait Smith, c'est-à-dire qu'il imprégnait des ampoules d'eau avec la fréquence qui correspondait à la maladie, un petit peu comme un allergologue, avec John Monroe, que je connais, qui est allergologue. Il faisait des dilutions pour pouvoir protéger les gens. Et il y a des gens dans la salle d'attente qui étaient sensibles et qui déclenchaient des manifestations. Donc, ils ont été obligés, à part de bétonner, comme dans un service de radiologie, la salle d'examen où ils préparaient ça, ils ont été obligés de déplacer la salle d'attente du service à 200 mètres. On a des têtes chercheuses qui sont capables de vous identifier ça. Moi, je raconte toujours, j'ai un patient qui était hypersensible, j'ai monté dans la montagne d'Alicante, j'ai mis un bandeau sur les yeux, j'ai fait tourner 3 fois, j'ai dit, où est-ce qu'il y a une antenne? Je connaissais absolument pas le lieu. Il s'est tourné, il m'a dit, là-bas, 3 km 500. On a été 3 km, l'antenne était là. Donc, c'est des véritables boussoles qui sont capables de déterminer les sources. Alors, il y en a qui sont sensibles à la source et d'autres qui savent même où est la source. Il suffit, comme je dis toujours, d'un grain de pollen pour qu'un allergique fasse sa réaction. S'il est allergique au pollen de cyprès, il va faire sa réaction pour un grain de pollen de cyprès, pas pour